Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 15 avril 2018, vous êtes sur RTI 1, merci de votre confiance, voici les titres de ce 13h. Hier samedi s'est tenu à Lomé au Togo un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la Guinée-Bissau. Entre autres recommandations de cette rencontre qui a vu la participation du président Alassane Ouattara, la conférence a décidé que soit nommé un premier ministre bissau-guinéen de consensus. Dans la page santé de ce journal, nous parlerons des victimes des AVC qui pourront bientôt bénéficier d'une technique médicale innovatrice. Une technique qui produit de bons résultats et qui va surtout réduire considérablement le coût du traitement. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez en fin d'édition. Puis nous évoquerons l'attaque du camp de la MINUSMA à la mission des Nations Unies au Mali et une base de l'opération Barkhane qui ont été la cible d'une attaque importante hier samedi à Tombouctou dans le nord du pays. La MINUSMA déplore au moins un mort et une vingtaine de blessés. La fièvre de Lassa est une fièvre hémorragique virale aiguë d'une durée d'1 à 4 semaines qui sévit en Afrique occidentale. Le virus de Lassa se transmet à l'homme par contact avec des aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de rongeurs. La transmission interhumaine et en laboratoire se produit également, en particulier dans les hôpitaux où les mesures de prévention et de lutte anti-infectieuse laissent à désirer. La fièvre de Lassa est endémique au Bénin, au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali, en Sierra Leone et au Nigeria, mais elle est sans doute présente aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? La fièvre de Lassa est-elle présente dans notre pays? Sinon, quelles mesures préventives sont prises par les autorités sanitaires? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche Daouda Coulibaly, docteur Daouda Coulibaly, le sous-directeur de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Hamza. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve dans 30 minutes pour parler de la fièvre de Lassa, qui n'existe pas encore chez nous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Mais avant, commençons par le départ du chef de l'État pour le Koweït. Vous allez le voir en image, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche aux environs de 9 h. Direction donc le Koweït, je le disais, le chef de l'État va y effectuer une visite officielle de 72 heures. Il s'agit de renforcer la coopération entre les deux pays. Le Koweït est un pays qui regorge d'énormément de pétrole. Il compte un peu plus de 2 millions d'habitants pour une superficie d'environ 18 km². Alassane Ouattara est rentré seulement hier soir de Lomé au Togo où 11 chefs d'État et 2 vice-présidents se sont réunis hier pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, consacrée à la Guinée-Bissau. Une feuille de route a été adoptée. Le président José Mario Vaz a accepté de nommer un premier ministre de consensus, Aristide Gomez. Les législatives, elles, sont reportées. Autre décision de ce sommet, le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le président guinéen Alpha Condé sont nommés médiateurs officiels de la CEDEAO pour le Togo. Jérôme Kofi Avola, notre envoyé spécial à Lomé. La situation politique en Guinée-Bissau, en faisant l'objet de sa session extraordinaire ce samedi 14 avril 2018 à Lomé, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a bien le cœur net, convaincu que cette situation, même si elle est préoccupante, n'est pas irrémédiable. Et comme l'indique le communiqué final, il faut dans un bref délai, c'est-à-dire au plus tard le mardi 17 avril, choisir un nouveau Premier ministre bissau-guinéen dit consensuel en la personne de Aristide Gomez. Il faut aussi organiser des élections législatives le 18 novembre de cette année 2018 en Guinée-Bissau. Pour la conférence, ces 2 points de ce communiqué doivent être perçus comme un gage devant conduire la Guinée-Bissau à la réalisation des réformes constitutionnelles pour la stabilité du pays. Et toutefois, les acteurs politiques de la Guinée-Bissau sont invités à poursuivre le dialogue dans le but de parvenir à un idéal commun. Un idéal qui s'inscrit dans la voie indiquée au cours de cette session à la fois par le président Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Guinée-Bissau, Modibo Ibrahim Touré, et le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Bourreau. Un idéal comme un slogan, c'est-à-dire « Tous pour la Guinée-Bissau pour tous ». Avec ces éléments
qui démontre ainsi le succès du sommet de Lomé. On peut dire une fois de plus que le leadership du président Alassane Ouattara n'a pas fait défaut. Le chef de l'État ivoirien, pour avoir eu l'idée de conduire une concertation avec les présidents togolais, guinéens, bissau-guinéens et le président de la commission de la CEDEAO, bien avant le déroulement des travaux. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, la région du Tchologo rendait hommage au chef de l'État. Un hommage vibrant rendu par la population de Ferkessédougou en présence du vice-président de la République. Le Tchologo se dit reconnaissant au président Alassane Ouattara pour les actions de développement qu'il a engagées dans tout le pays. Retour sur cette cérémonie d'hommage avec notre reporter Herman Guivet. Jour de fête à Ferkessédougou, le Tchologo célèbre le plus illustre de ses fils, le président Alassane Ouattara. Présent à cette célébration de reconnaissance au chef de l'État, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Affaires présidentielles Ibrahim Ouattara, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, plusieurs membres du gouvernement, cadres et élus du Tchologo, tous venus joindre leur voix à celle du Tchologo pour dire merci à Alassane Ouattara, le grand bâtisseur, dixit Guillaume Soro, fils de la région. L'événement de ce jour n'a nullement la prétention de dire que tout a été fait, que tout ce qui a été fait est parfait. Mais nous sommes sortis d'une époque où très peu de choses étaient faites en faveur du Tchologo pour entrer, avec son Excellence Alassane Ouattara, dans un temps de réalisation au profit de ses populations. Il faut donc avoir l'humilité de reconnaître et de saluer à sa juste valeur ce qui a été fait et bien fait. Chers parents, mesdames et messieurs, je crois, c'est ma conviction personnelle, qu'il faut encourager le président Alassane Ouattara à aller encore plus loin dans ses réalisations au profit non seulement des populations du Tchologo, mais aussi de toutes les populations de toutes les régions de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Saluant la grande mobilisation de ce jour, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cadre de la région du Poro, a tenu à rappeler les bénéfices obtenus par la Côte d'Ivoire depuis l'arrivée du chef de l'État à la magistrature suprême. Au plan international, grâce au leadership avéré du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa place dans le concert des nations. Elle se positionne aujourd'hui comme un carrefour privilégié pour les grands événements mondiaux, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels. Au plan politique, la vision et la détermination du président Alassane Ouattara renforcent chaque jour davantage notre démocratie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers jeunes frères, merci pour votre message fort de soutien et d'encouragement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, envers qui nous avons tous un devoir incontestable de reconnaissance et de solidarité. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de la ferveur et de l'intérêt manifesté par les populations du Tchologo ce jour de célébration, les invitant à se faire apôtres de la paix à l'image du président de la République Alassane Ouattara et de son aîné Henri Konan Bédié, qui œuvrent ensemble pour la paix en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qui peut se dire ici et là, ces deux grands hommes d'État, viscéralement attachés à la paix, comme leurs vénérés prédécesseurs, contribueront d'œuvrer en synergie pour la cohésion et l'harmonie dans ce pays. Je voudrais nous exhorter toutes et tous à ne ménager aucun effort pour œuvrer toujours dans le sens de l'entente, de l'unité et d'une plus grande solidarité et synergie d'action. J'exhorte les élus et les cadres du Tchologo à s'investir pleinement dans les efforts de développement de leur belle région afin d'en faire l'une des plus dynamiques de notre pays. Place ensuite au dévoilement de la plaque qui marque l'inauguration officielle du boulevard Alassane Ouattara de Ferkessédougou. Et juste après la cérémonie d'hommage au chef de l'État, notre reporter a tendu son micro à quelques participants. Un tour d'horizon de leur réaction. Après que toutes les régions aient manifesté
leur témoignage, leur confiance au président Alassane Ouattara, voilà que la terre de ses ancêtres, habitée par toutes les populations, s'est levée comme un seul homme pour dire merci, traduire toute leur reconnaissance et témoigner toute leur affection, mais surtout leur confiance à ce grand homme, à ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Très satisfait de cette mobilisation, nous sommes bien satisfaits du travail qui a été fait. Nous avons travaillé pendant une semaine. Merci aux populations. Le président Alassane Ouattara mérite cette mobilisation et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous nous associons au fils du Tchologo pour dire merci aussi au président de la République pour ses œuvres réalisées en si peu de temps. Tous les enfants de Côte d'Ivoire sont réunis et ils ont pris un engagement devant le vice-président de la République pour aller à la paix. Infrastructure, routes, santé, éducation, la population est satisfaite et les perspectives à venir sont très bonnes. Je crois que cette reconnaissance, il mérite, parce qu'il faut s'acquitter convenablement de ses devoirs en espérant mériter le respect de ses droits. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Accueilli par Kader Sogodogo. Je vous le disais à l'entame de ce journal, à l'invitation de son Altesse Royale Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït, le président de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche pour le Koweït, où il effectuera une visite officielle du 16 au 18 avril 2018. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec l'émir du Koweït, suivi de la signature d'accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït et d'un déjeuner offert en son honneur par l'émir du Koweït. Il aura également des échanges avec le secteur privé ainsi que le directeur général du Fonds de développement koweïtien. Au terme de sa visite au Koweït, le président Alassane Ouattara se rendra en France où il aura une rencontre avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron, le vendredi 20 avril au Palais de l'Élysée. Enfin, le président de la République prendra part du 25 au 27 avril 2018 à Kigali, au Rwanda, à la cérémonie de remise du prix Mo Ibrahim pour le leadership d'excellence en Afrique. Ce prix a été attribué à l'ex-présidente du Libéria, son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, pour son leadership exceptionnel et sa capacité à redresser son pays dévasté par plusieurs années de guerre civile. Au cours de son séjour à Kigali, le chef de l'État aura des entretiens avec son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, président en exercice de l'Union africaine, puis le président de la République Alassane Ouattara regagnera Abidjan le vendredi 27 avril prochain. Ici à Abidjan, la Comnat ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité, a organisé récemment une rencontre pour renforcer les capacités des hauts cadres des structures nationales sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, un traité signé et ratifié par la Côte d'Ivoire depuis 2014. Les précisions d'Abou Sanogo. Cette rencontre vient consolider les aptitudes de hauts cadres des ministères en charge de la défense, de la sécurité, de la justice et des forces de l'ordre sur le contenu du traité sur le commerce des armes, notamment sur la liste de contrôle national, les modèles d'établissement des registres d'importation et des procédures d'autorisation de transfert. Une initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC, en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité. Le trafic illicite et l'usage détourné des armes qui représentent une menace pour la sécurité et la stabilité de nos États demeure une préoccupation pour la communauté internationale. Face aux effets dévastateurs de ce phénomène, cette communauté internationale s'est résolue à réguler le commerce des armes en vue de réduire la souffrance humaine. Le secrétariat du CNS ne ménagera aucun effort pour participer pleinement à la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce projet de renforcement des capacités et au-delà, appuyer toutes les initiatives visant à la mise en œuvre nationale du traité sur le commerce des armes. La Côte d'Ivoire, après avoir signé le traité sur le commerce des armes dès les premières heures de son adoption en 2014 et ratifié le 26 février 2015, est à partir du dit traité. Elle ambitionne d'instituer les normes communes les plus strictes possibles au regard des prescriptions énoncées par ces nouveaux instruments sur les armes, notamment sur les transferts, le marquage des armes, la gestion des stocks d'armes et munitions et le rapportage.
Venons-en maintenant à cet atelier de renforcement des capacités des jeunes, un atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec l'appui de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les jeunes devraient à terme bénéficier des investissements dans les secteurs agricoles. C'est ainsi qu'à l'issue des 3 jours de formation, les stagiaires sont repartis édifiés sur le potentiel existant pour leur insertion dans le secteur agricole. On en sait plus avec Noël Niagno. L'éradication de la faim et de la pauvreté en Côte d'Ivoire d'ici à 2030 va nécessiter des investissements supplémentaires de l'ordre de plus de 1500 milliards par an, dont 40% à allouer au secteur agricole, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour ce niveau d'investissement, un défi doit être relevé, le rendre attractif aux jeunes, 77% de la population ivoirienne. Voilà qui explique la tenue de l'atelier sur le renforcement des capacités des jeunes, conformément à la nouvelle approche de cette donne. Souvent, quand on dit renforcement des capacités, on s'intéresse à l'individu. Mais ces individus, ils sont au sein d'organisations. Et on a besoin de renforcer aussi les capacités de ces organisations. Et ces individus, ils sont dans des organisations qui sont elles-mêmes dans un environnement. L'environnement dont on parle ici en Côte d'Ivoire, c'est le cadre institutionnel et le cadre légal. Et cela avec un objectif précis. Identifier les besoins de renforcement des capacités des jeunes paysans, agro-entrepreneurs et travailleurs afin qu'ils puissent investir et bénéficier des investissements agricoles. Sur 3 jours, une quinzaine de jeunes ruraux, des étudiants en agriculture, des privés, des politiques ont passé au tamis toutes les opportunités du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Résultat, la Côte d'Ivoire est riche d'institutions en direction des jeunes, mais elles sont méconnues des jeunes eux-mêmes. Il y avait des dispositions que l'État avait prises, mais nous n'étions pas informés. Les honorations sur les taxes d'importation, par exemple. Nous avons aussi des centres de formation spécialisés pour le monde agricole. Et il y avait aussi la promotion des nouvelles technologies qui pouvaient apporter l'amélioration à nos conditions de travail. Aussi, au niveau institutionnel, l'État a pris beaucoup de dispositions, mais qui ont été mal vulgarisées. Et c'est maintenant à cet atelier que nous découvrons que l'État a fait des efforts, mais qui ne sont pas mis réellement à la disposition. Face à cet état de fait, une doléance est formulée avec à l'appui une demande d'accompagnement pour exploiter certaines potentialités. Dans la région de Yamoussoukro, des entreprises qui se sont lancées dans le domaine du PIF, qu'on appelle plantes issues de fragments. C'est pour multiplier les rejets de bananiers pour avoir plusieurs plants. Donc avec cette technique, si l'État arrive à financer des jeunes, les jeunes vont pouvoir développer cette technique et puis on aura plus de produits sur le marché et satisfaire la demande et même si possible exporter la banane. C'est le lieu d'annoncer que la FAO, dans son programme Pays, va financer un projet de professionnalisation des jeunes et de promotion de l'emploi agricole en Côte d'Ivoire dès cette année 2018 avec comme finalité promouvoir la création des conditions pour l'insertion durable des jeunes dans l'agriculture. Ce projet sera financé sur fonds propres de la FAO dans son programme de coopération technique. On parle alimentation, bonne alimentation et justement la direction des cantines scolaires s'en préoccupe. Elle veut améliorer le fonctionnement des cantines scolaires en Côte d'Ivoire. Un document de politique et de stratégie nationale d'alimentation scolaire vient donc d'être élaboré et pour créer le consensus autour du document, un atelier pour sa validation a été organisé jeudi dernier dans la commune du Plateau. L'atelier a regroupé tous les acteurs du système éducatif ivoirien et l'ensemble des partenaires stratégiques dans le programme alimentaire mondial. Issa Yeo. Pour la période 2017-2022, la direction des cantines scolaires veut apporter des innovations dans la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Réunis en atelier, toutes les parties prenantes de l'école ivoirienne ainsi que les partenaires internationaux sont venus s'accorder afin de valider le contenu du document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. La nouveauté par rapport à la stratégie passée, c'est la promotion des produits locaux et aussi voir dans quelle mesure les cantines scolaires peuvent impulser la mise en place de petites et moyennes industries au niveau de la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'école ivoirienne depuis 1989, le programme alimentaire mondial, PAM,
se félicite des actions du gouvernement ivoirien qui ont permis d'améliorer les résultats scolaires en favorisant la construction des cantines scolaires dans les endroits les plus reculés de Côte d'Ivoire. Le modèle d'alimentation scolaire ivoirien, basé sur la participation communautaire, s'inscrit dans la durabilité, en ce sens qu'il met au centre de sa stratégie la cantine scolaire comme un vecteur de développement local. Le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, des enseignements techniques et de la formation professionnelle indique que le document de la politique et de la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2017-2022 est le résultat de l'actualisation du document de 2012-2016 qui a révélé des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Avec l'avènement de nouvelles orientations marquées par la vision 2025 qui prévoit que tous les élèves de Côte d'Ivoire inscrits dans les structures de l'éducation de base prennent chaque jour d'école un repas chaud et équilibré à la cantine. Le ministère donc qui tire profit des leçons apprises du premier document de stratégie a relevé des défis persistants en matière d'alimentation scolaire. La Côte d'Ivoire compte 5 400 cantines scolaires pour 1 100 000 rationnaires. De leur côté, ONU Femmes et l'Union européenne ont mené récemment une étude sur l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Résultat obtenu, le taux de participation des femmes dans les instances de décision reste très faible, d'où la tenue d'un atelier national de validation, atelier dont les recommandations permettront au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de disposer d'un outil stratégique et opérationnel pour accélérer les progrès en faveur de l'égalité du genre. Le reportage de Nadine Kakou dans un récit de Grace Kando. La représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision demeure encore faible en Côte d'Ivoire. On note 18,2% au gouvernement, à l'Assemblée nationale 11,37%. Il faut valoriser la femme, il faut la soutenir, il faut l'encourager, il faut l'aider à avancer. Sans la femme, il n'y a pas d'émergence. Pour mesurer et comprendre l'évolution de la situation en matière d'inégalité entre femmes et hommes, l'ONU Femmes et l'Union européenne ont mené une étude sur l'égalité de genre en Côte d'Ivoire. Le premier axe était de faire une compilation de tous les documents de référence en matière de genre qui existent en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, nous avons évalué et donc fait une analyse documentaire pour voir l'existant, et nous avons complété cette approche justement par des entretiens avec des personnes ressources en Côte d'Ivoire et des acteurs internationaux également. En ce qui concerne les femmes, la Côte d'Ivoire a déjà fait le chemin. C'est dire que la Côte d'Ivoire entend donner la place qui lui revient aux femmes, et nous allons accompagner cette priorité. L'étude a été menée dans 8 domaines, entre autres justice et sécurité, état civil et migration, emploi, protection sociale et formation professionnelle. Elle permettra au ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité d'accélérer le progrès en faveur de l'égalité du genre et de l'autonomisation en Côte d'Ivoire, et aussi contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. À Tamafourou, l'on a fait la fête. C'est dans le département de Dianra, à Mankono. C'était donc la fête récemment dans cette localité, et pour cause, le village est désormais connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a donné lieu à une célébration qui a vu la participation de nombreux ressortissants du village. Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Fini l'obscurité et les lampes à tempête à Tamafourou, localité située dans le département de Dianra, capitale des peuples Nibi et Baton. L'électrification de ce village de plus de 2500 âmes est désormais une réalité. Occasion pour tous les fils de la sous-préfecture de Dianra de se retrouver pour fêter cette action de développement. Une façon pour eux de dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Le gouvernement nous a donné la lumière à Tamafourou, donc je suis très contente. Et si Tamafourou bénéficie de ce projet d'électrifier tous les villages de plus de 500 âmes,
Je crois que nous, population de Tamaforo, nous ne pouvons être que fiers et heureux d'avoir un président comme le nôtre. De nombreux cadres de la région du Béré ont effectué les déplacements. Et cette fête qui a été initiée par les populations de Tamaforo nous donne ici l'occasion de parler des activités et des actions du gouvernement en faveur des populations. L'électricité, comme vous le savez, sont des infrastructures utiles au développement économique et social. Et partout dans le monde, c'est une véritable préoccupation. La fête de la lumière à Tamaforo a été intense avec la contribution de nombreuses danses du terroir. Et commençons l'actualité internationale par cette attaque du camp de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali et une base de l'opération Barkhane qui ont été la cible d'une attaque d'envergure complexe dans l'après-midi d'hier samedi à Tombouctou dans le nord du pays. Selon un premier bilan, la MINUSMA déplore au moins un mort et une vingtaine de blessés. Les assaillants portaient des casques bleus. Ouvrons à présent la page santé de ce journal. Une innovation de taille ici en Côte d'Ivoire et c'est une excellente nouvelle pour les victimes des AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Elles bénéficieront bientôt, ces victimes, d'une technique médicale innovatrice, une technique qui produit de bons résultats et qui va surtout réduire considérablement le coût du traitement qui varie entre 400 000 et 4 millions de francs CFA et au moins 8 millions de francs CFA pour les patients évacués hors du pays. C'est une première en Afrique subsaharienne. Et pour promouvoir la méthode, la Société de neurochirurgie de Côte d'Ivoire a initié récemment une séance d'information et de formation à l'intention de ses membres. Ouattara Mado Walter. La neuro-interventionnelle est une spécialité permettant la prise en charge de certaines pathologies vasculaires du cerveau et de la moelle épinière sans ouverture de la tête ni de la colonne vertébrale. C'est une première en Afrique subsaharienne et une avancée majeure dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux AVC en Côte d'Ivoire. Cette technique médicale donne de bons résultats et va réduire considérablement le coût du traitement qui varie entre 400 000 et 4 millions de francs et au moins 8 millions de francs CFA pour les patients évacués hors du pays. C'est pour promouvoir la méthode que la Société ivoirienne de neurochirurgie de Côte d'Ivoire a initié une séance d'information et de formation à l'intention de ses membres. La dite rencontre a eu lieu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. L'accent a été mis également sur la prévention des AVC. Il faudrait surveiller son alimentation, surveiller son activité sportive, son activité de vie, avoir une vie saine. Ça permet de réduire énormément donc, les facteurs de risque. C'est une technique innovante qui permet de prendre des malades par voie vasculaire, d'éviter des interventions ouvertes qui sont beaucoup plus délabrantes. C'est des techniques qui doivent être développées parce qu'elles permettent de prendre en charge les malades localement au lieu de les évacuer à l'extérieur. Une conférence prononcée par le professeur Francis Turgeman, neuroradiologue interventionniste à l'hôpital neurologique de Lyon en France, a permis de partager son expérience avec les médecins ivoiriens. Il faut qu'on aide les populations à reconnaître les AVC. C'est jamais facile. C'est pas comme l'attaque cardiaque où on a mal, donc on consulte. Là, c'est parfois plus compliqué et donc aider la population à reconnaître et savoir qu'il y a une prise en charge de façon à être actif sur les AVC. Cette conférence marque le lancement des activités de neuroradiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire. Le Nigeria a fait face à une épidémie sans précédent de fièvre Lassa, fièvre due à un virus de la même famille qu'Ebola, qui a fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. Sa propagation, aussi soudaine que rapide, inquiète la communauté scientifique internationale. Alexis Ouedraogo. Ces médecins viennent de soigner des malades de la fièvre Lassa. Le virus de la même famille qu'Ebola fait des ravages au Nigeria. Une nouvelle épidémie a déjà fait 110 morts depuis janvier. Dehors, les familles attendent avec angoisse. Wilson a perdu sa femme il y a quelques jours. Sa petite fille de 3 ans, malade elle aussi, est confinée à l'isolement. Quand ma femme est tombée malade, 2 jours après, on l'a enterrée. Parce qu'elle avait les mêmes symptômes que la fièvre de Lassa, mais nous ne le savions pas parce qu'elle était enceinte. Plus de 350 cas ont déjà été confirmés au Nigeria. Dans l'état d'Edo au sud du pays, les patients affluent à l'hôpital. La fièvre hémorragique Lassa reste méconnue dans cette région pauvre, la plus touchée par l'épidémie.
Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant. Depuis fin février, le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Dans cet institut de recherche, des échantillons de la maladie arrivent de tout le pays. C'est le seul laboratoire au Nigeria à pouvoir diagnostiquer la maladie en 24 heures avec des chercheurs venus du monde entier. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles pour éviter la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que l'on doit se laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. La fièvre Lassa se transmet par les excréments des rongeurs et entre les hommes par les fluides corporels comme l'urine ou le sang. Les scientifiques étudient toujours les causes de cette épidémie et de sa propagation rapide. Voilà donc qui nous conduit directement à notre entretien. Place au magazine du dimanche et notre invité est installé. Il s'agit de Dr Daouda Coulibaly, le sous-directeur de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Le sujet du jour, c'est la fièvre de Lassa en Côte d'Ivoire. Quelles dispositions préventives? Mais avant d'entamer notre échange, docteur, je vous propose de suivre cet autre élément. On regarde, il est signé Ami Sissoko. Rats et souris du grand marché de Koumassi ont certainement eu vent de la mesure de dératisation enclenchée. Les pièges posés hier entre boutiques et étals n'ont attrapé que quelques rongeurs. Un bon début tout de même pour barrer la route aux rats et souris, vecteurs de la fièvre Lassa ou de la fièvre de Lassa. Au Nigeria, il y a eu déjà 1500 cas avec une centaine de décès, de même qu'au Libéria. Donc cette maladie menace la Côte d'Ivoire. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de prévenir la maladie. Ça nécessite l'adhésion de tout le monde. Projection de film pour expliquer le mode de transmission de la fièvre Lassa et les signes de la maladie. Il y a la contamination à travers les excréments et les urines des souris et même le sang des souris. Et il y a la contamination à travers l'homme. Et la transmission peut se réaliser à ce niveau-là à travers les liquides biologiques. Je vais parler ici du sang, de la salive, de la sueur. La fièvre Lassa a les mêmes signes que le paludisme, la fièvre jaune et le virus Ebola. Seule la prévention peut nous préserver de cette fièvre hémorragique. Les souris qui sont dans notre maison peuvent transmettre la fièvre Lassa. C'est de ranger tout ce qui est accessible aux souris et aux rats. Nos restes d'aliments, nos réserves d'aliments doivent être protégées. Les poubelles doivent être éloignées des maisons. Les commerçants sont désormais conscients de la nécessité de nouvelles habitudes. On doit être propre pour nettoyer tout ce qui est saleté dedans. On doit jeter les ordures et puis les eaux usées. On doit se débarrasser de ça. Après le grand marché de Koumassi, la campagne de dératisation va s'étendre au centre de santé, aux casernes militaires et à la décharge d'Akwedo. En Afrique de l'Ouest, la fièvre Lassa atteint chaque année 100 000 à 300 000 personnes, dont 5 000 décès selon le Centre de contrôle américain et de prévention de maladies. Alors, docteur Coulibaly, on a suivi l'élément, mais dites-nous de façon simple, qu'est-ce que la fièvre de Lassa? Merci. Vous l'avez tout à l'heure indiqué dans votre propos introductif. La fièvre de Lassa est une fièvre grave qui est due à un virus qu'on appelle le virus de Lassa. Donc c'est une maladie infectieuse, c'est une maladie qui occasionne des épidémies, c'est une maladie qui défraie la chronique parce qu'elle s'est déclarée récemment au Nigeria. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a des formes plus sévères, par exemple, et quel est le taux de patients atteints par ces formes? C'est un centre d'intérêt de cette maladie. L'évolution peut se faire vers des formes sévères. Et ces formes sévères, malheureusement, vont occasionner le décès. Les taux qui sont indiqués sont de l'ordre de 15%. C'est-à-dire que les personnes qui vont présenter ces formes sévères seront hospitalisées et dans une proportion de 15% desquelles vont décéder. C'est quoi ces formes sévères? C'est des formes hémorragiques. Le malade peut saigner du nez, il peut saigner de la bouche, il peut saigner des gencives. Il y a d'autres formes. C'est les signes respiratoires. Le malade peut présenter des difficultés respiratoires, peut malheureusement être déshydraté, peut présenter un coma. Et il y a la forme surtout de la femme enceinte. La femme enceinte est aussi un sujet d'intérêt particulier parce que malheureusement, une femme enceinte qui contracte la fièvre de Lassa meurt rapidement.
Et elle perd aussi son fœtus dans une proportion de près de 95% des cas. D'accord. En même temps, ce qui m'amène à vous demander qui est plus exposé à cette épidémie, à cette fièvre de Lassa? Les femmes enceintes, les enfants, les personnes qui vivent en zone rurale? Qui est plus exposé? Nous sommes tous exposés. Nous sommes à risque parce que le rongeur responsable de cette maladie se trouve un peu dans nos habitations, se trouve dans nos villages, se trouve dans notre environnement, se trouve dans notre communauté. Mais il y a des groupes qui sont spécifiques. C'est-à-dire tout ce qui peut favoriser le contact entre rongeurs et hommes est susceptible de favoriser la maladie. Vous comprenez alors que les personnes, de par leur profession, les forestiers, les cultivateurs qui sont en contact avec leurs rongeurs sont beaucoup plus à risque. Le personnel de santé qui, lui, rencontre les malades est à risque. Le personnel de laboratoire qui manipule ces rongeurs, qui travaille sur les virus est à risque. Et puis les personnes qui, de par leur profession, sont obligées de se rendre dans des localités affectées par la fièvre de Lassa, notamment au Nigeria, dans les zones affectées. Et ces personnes-là peuvent contracter la maladie. C'est pour cela que nous leur demandons chaque fois, lorsqu'elles vont dans ces localités affectées par la maladie, de se référer au message de prévention des pays d'accueil. Et lorsqu'elles sont de retour en Côte d'Ivoire, si elles présentent des signes dans les 21 jours qui suivent leur arrivée, de se présenter dans les centres de santé les plus proches. D'accord, justement, vous l'avez dit, le Nigeria, on l'a vu dans le reportage avec Alexis Ouedraogo, le Nigeria 100 morts depuis le début de l'année. Quelle est la situation qui prévaut actuellement au Nigeria? L'élément filmé l'a bien indiqué, c'est une épidémie sans précédent. Plus de 1000 cas suspects. Parmi ces 1000 cas, 400 ont été confirmés. Et sur ces 400, il y a une centaine de décès. Donc une létalité de près de 25%. Et c'est depuis le 1er janvier. Jusqu'à présent, nous sommes à pratiquement 4 mois où l'épidémie se vit au Nigeria. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a toujours une menace que la maladie se propage chez nous. Vous savez, dans la lutte contre la propagation internationale des maladies, tant que l'épidémie n'est pas contenue à la source, il y a toujours un risque qu'elle se propage chez nous. Et c'est pourquoi le ministère fait de cette question un centre d'intérêt. Des mesures sont mises en place depuis début janvier, pour éviter que la maladie se propage chez nous. Des cas ont été signalés au Bénin, d'autres au Ghana, et donc il y a une menace réelle que la maladie revienne chez nous. Et ici en Côte d'Ivoire, on peut le dire clairement, la fièvre de Lassa n'est pas encore chez nous. Oui, je le dis clairement, sans ambages, il n'y a pas de cas de fièvre de Lassa pour l'heure en Côte d'Ivoire. Nous restons vigilants, la surveillance est effective sur l'ensemble du territoire. À travers nos 83 districts sanitaires, nous avons des alertes, nous les vérifions et nous n'avons pas enregistré de cas de fièvre de Lassa chez nous. Quels sont les signes de la fièvre de Lassa? Est-ce qu'il y a des symptômes? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de spécificité. C'est ça la difficulté dans cette maladie. Vous savez que le malade va présenter une fièvre. La fièvre est d'apparition progressive. Ensuite surviennent des maux de tête, des douleurs abdominales, une fatigue, des douleurs musculaires. Vous voyez que ces signes sont quasiment les mêmes que nous rencontrons lorsque nous avons le paludisme, lorsque nous avons la grippe. Donc ces signes ne sont pas trop spécifiques, d'où la nécessité de se rendre dans le centre de santé le plus proche lorsque vous vous sentez malade. Et c'est le praticien hospitalier, le médecin ou l'infirmier, lorsqu'il va vous interroger et qui va retrouver ce que nous appelons les facteurs d'exposition. La notion de séjour dans une localité affectée par la fièvre de Lassa ou la notion de contact avec un rongeur, il va vous suspecter de Lassa. Et dans ce cas, il va vous faire un prélèvement et nous allons l'acheminer au laboratoire pour savoir s'il s'agit de Lassa ou pas. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, sur 400 cas avérés au Nigeria, il y a près de 100 décès, ce qui fait donc 25% de taux de létalité. Mais de façon globale, quel est le taux global de létalité? Les chiffres indiquent que dans notre sous-région, c'est entre 300 000 et 500 000 cas par an. Donc, ces chiffres occasionnent environ 5 000 à 6 000 décès. Vous voyez que la létalité globale est de l'ordre de 1 à 2%. Mais parmi les formes sévères, les formes qui sont hospitalisées, nous avons 15% de décès. C'est énorme et c'est considérable. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec vous, docteur Koulibaly Daouda, sous-directeur de l'INHP. Avec vous, nous parlons donc de la fièvre de Lassa. Est-ce qu'il est difficile de détecter la maladie chez les personnes touchées, vu que l'évolution clinique de la maladie est très variable? Oui, au début, c'est difficile. Parce que les signes évocateurs de cette maladie, je vous ai dit, ne sont pas spécifiques de la fièvre de Lassa. Bon, il faut toujours se rendre dans le centre de santé. On va vous poser quelques questions d'orientation diagnostique. Mais il est possible chez nous de confirmer la fièvre de Lassa. Nous avons les capacités, avec notre laboratoire, l'Institut Pasteur, de confirmer le diagnostic. Donc si vous présentez les signes évocateurs de cette maladie, fièvre, maux de tête, saignement, douleur abdominale, que vous rentrez dans le centre de santé et qu'il suspecte la maladie, il est possible que nous
puissions confirmer le diagnostic en Côte d'Ivoire. On peut guérir de la fièvre de Lassa? Oui, on peut guérir. On n'est pas condamné à mourir. C'est une très très bonne question. On n'est pas condamné à mourir. On peut guérir de la fièvre de Lassa. Nos chances de guérison, nos chances de survie sont élevées lorsque nous nous rendons très vite dans le centre de santé. Le médecin va instituer un traitement. Et mieux vous êtes pris, vite vous êtes pris en charge, vos chances de guérison sont réelles. Il ne faut pas traîner à la maison et dire que non, on ne peut pas. Non, on peut en guérir. Il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et justement, à quel moment survient le décès? C'est les formes sévères qui occasionnent le décès. Je vous ai dit que dans 20% des cas, on a des formes sévères. Et les personnes qui vont présenter ces formes-là, malheureusement, peuvent décéder. Théoriquement, on dit qu'au 14e jour, 2 semaines après le début des signes, vous pouvez malheureusement décéder. Mais si vous allez, j'insiste, on n'est pas condamné à mourir. Si vous allez rapidement dans le centre de santé, on peut vous rétablir et vous allez guérir. Et que faire donc pour éviter la fièvre de Lassa, ne pas attendre d'être malade? Comment la prévenir, cette fièvre? Il existe des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention ne sont pas compliquées. Vous savez, la fièvre de Lassa est liée à 2 phénomènes. Premier phénomène, c'est l'insalubrité. Deuxième phénomène, c'est la prolifération des rats et des souris. Donc, pour prévenir la fièvre de Lassa, il faut agir sur ces 2 axes. Premièrement, assainir son environnement, avoir un cadre de vie propre, nettoyer sa maison, se débarrasser des ordures, laver régulièrement ses mains. C'est des mesures que nous proposons aux communautés et ça passe régulièrement depuis un certain temps, depuis janvier. Si vous appliquez ces mesures, vous pouvez éviter la maladie. Deuxième mesure, c'est les mesures de lutte contre le vecteur. C'est ce rongeur-là, les rats et ces souris. Il faut se débarrasser de ces rats et de ces souris. Mais comment? Il faut se mettre en communauté pour dératiser. Il y a des mesures individuelles de lutte et il y a des mesures collectives. Il ne faut pas attendre tout du ministère de la Santé. Nos espaces qui reçoivent du public, les supermarchés, les boutiques, les écoles, les marchés, tous ces édifices doivent être dératisés. Au niveau individuel, on peut se débarrasser de la fièvre de Lassa en assainissant son milieu, son cadre de vie, son environnement. Quels sont les traitements? Est-ce qu'il existe un vaccin aujourd'hui contre la fièvre de Lassa? Malheureusement, on n'a pas de vaccin. À ce jour, on n'a pas de vaccin. Il y a des candidats vaccins qui sont à l'étude, mais pour l'heure, on n'a pas de vaccin. Donc la mesure phare de lutte, c'est l'hygiène. L'hygiène des locaux, l'hygiène de l'habitation, l'hygiène de son environnement, l'élimination des rats et des souris. D'accord. Et quand la présence de la maladie est confirmée dans une communauté, quelle est l'attitude à avoir? Est-ce qu'on peut parler d'isolement rapide du sujet et tout? Là, nous rentrons dans une autre phase de la lutte qu'on appelle la phase de riposte à l'épidémie. Nous n'en sommes pas là. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mais en principe, lorsque l'épidémie est confirmée dans la communauté, la première mesure que nous mettons en place, c'est la prise en charge gratuite des malades. C'est ce que vous appelez l'isolement. Il faut isoler les malades. En l'absence de vaccination, l'élément phare de la lutte, c'est le suivi des contacts. Un malade peut engendrer 10-15 contacts. Nous devons identifier tous ces contacts, les suivre pendant 21 jours. Et c'est au terme de ces 21 jours, on vous dit, OK, vous êtes indemne de Lassa, vous pouvez maintenant vous déplacer. Donc, c'est vraiment un élément crucial dans la lutte. Mais j'espère que nous n'en arriverons pas. Vivement que nous n'y arrivions pas. Alors, docteur Koulibaly, Daouda Koulibaly, est-ce qu'il existe un numéro de téléphone, un numéro vert pour ceux, par exemple, qui souhaiteraient avoir de plus amples informations sur cette fièvre de Lassa? Oui, tout à fait. Il y a le 143, c'est une ligne gratuite. C'est un numéro vert gratuit. Il y a également aussi le 101. Mais vous pouvez aussi vous rendre à l'Institut national d'hygiène publique. C'est la structure de référence pour lutter contre cette maladie. Donc, si vous venez, nous allons vous fournir toutes les informations nécessaires. Et en une phrase, que pouvez-vous dire aux populations ivoiriennes, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire? Donc, je voudrais demander aux populations que la menace est réelle, puisqu'il y a encore des cas de fièvre de Lassa au Nigeria. Ça voudrait dire qu'il y a toujours un risque que la maladie se propage chez nous. Il est donc indiqué de respecter les mesures de prévention. Vous savez, la Côte d'Ivoire a réussi à lutter contre Ebola par l'engagement de la communauté et par la mobilisation communautaire. Et cette mesure phare-là est citée dans toutes les rencontres internationales. Nous demandons aux communautés de s'impliquer davantage de la lutte. Il y a 2 mesures essentielles. L'hygiène de l'environnement, l'hygiène des locaux, l'hygiène de la maison et ensuite l'élimination des rats et des souris.
Si nous appliquons ces 2 mesures, nous allons nous débarrasser de la fièvre de Lassa. Merci. Merci, Monsieur Koulibaly. Docteur Daouda Koulibaly, vous êtes le sous-directeur de l'Institut national d'hygiène publique. Et avec vous, nous parlions de la fièvre de Lassa et des mesures préventives. Merci encore d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien. C'est aussi la fin de ce journal. Merci à la régie, à la chef d'édition Michel Mambo et à Perpétuquement. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir regardé ce journal. Très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.